La Russie fait face à de nouvelles difficultés financières en tentant d'effectuer des paiements en roubles plutôt qu'en dollars. La Russie a fait défaut sur sa dette extérieure pour la première fois depuis plus de 100 ans. En Russie, les gens font la queue pour retirer de l'argent liquide, s'inquiétant de pouvoir l'obtenir des banques tant qu'ils le peuvent encore. La principale banque de Russie quitte la Sberbank, invoquant d'importantes sorties de liquidités et des menaces contre son personnel et ses biens. Les banques russes sont menacées de faillite. Elles préviennent qu'un renflouement pourrait être nécessaire dans l'année à venir. Pendant ce temps, la banque centrale imprime des quantités folles de roubles pour maintenir le gouvernement à flot, et ce n'est pas surprenant. La Russie commence à payer le prix de plusieurs années de guerre et de sanctions. Et ce prix pourrait être trop élevé pour que le régime puisse le supporter. Avant de plonger dans le système bancaire russe, comprenons d'abord certains des grands problèmes de l'économie russe, car les banques ne souffrent que lorsque le reste de l'économie souffre. L'un des grands problèmes en Russie est l'inflation galopante. Le taux d'inflation a atteint 8,4% en 2024 et approche maintenant les 10%. En bref, les prix des biens essentiels tels que l'alimentation, l'essence et les services publics grimpent en flèche. Cela signifie que les Russes paient plus pour moins et que leur argent ne va pas aussi loin. Pour les citoyens moyens, surtout les retraités, c'est une épreuve, mais l'inflation étouffe aussi beaucoup d'entreprises. Ils font face à des coûts les plus élevés pour les matériaux et la main-d'œuvre, donc ils pourraient avoir de sérieux problèmes à l'avenir. Il est maintenant clair que cela concerne les banques, comme nous le verrons ultérieurement. Quand les ménages peinent à assumer le coût de la vie, ils ont également des difficultés à rembourser leurs prêts immobiliers ou les intérêts de leurs cartes de crédit. Quand les entreprises peinent à gérer la hausse de leurs dépenses, elles rencontrent également des difficultés à rembourser leurs emprunts. Maintenant, l'une des principales raisons de la flambée du taux d'inflation en Russie est la grave pénurie de main-d'œuvre qui frappe le pays. C'est une combinaison de problèmes démographiques, d'émigration et des effets de la guerre en cours. La population de la Russie diminue depuis des années en raison de la faible natalité. En 2024, le taux de natalité a chuté à son plus bas niveau en 25 ans, avec 1,2 million de naissances, alors que le nombre de décès a grimpé à 1,8 million. Pendant ce temps, les Russes vieillissent de plus en plus, et de plus en plus de personnes partent à la retraite. Cela signifie qu'il y a moins de personnes en âge de travailler pour soutenir l'économie. En plus de cela, la guerre en Ukraine a fait que des centaines de milliers de Russes ont été recrutés pour le service militaire, ou ont fui le pays pour éviter la conscription. La pénurie de main-d'œuvre a entraîné une hausse des salaires, ce qui augmente les coûts de production pour les entreprises, et rend les biens et services plus chers. Mais les pénuries de main-d'œuvre ne sont pas le seul facteur ici. Un autre facteur clé de l'inflation en Russie est les dépenses massives du gouvernement pour la guerre en Ukraine. En 2024, le budget de la défense de la Russie était d'environ 140 milliards de dollars, ce qui représente 35% de toutes les dépenses publiques. Cette année, les dépenses de défense nationale atteindront un niveau record de 6,3% du produit intérieur brut. Ceci n'est pas viable, car cela surchauffe l'économie et met à rude épreuve les finances du gouvernement russe. Pour financer l'effort de guerre, le gouvernement puise dans son fonds national de richesse, qui est conçu pour soutenir le système de retraite et stabiliser l'économie en période de crise. Avant la guerre, il disposait de 113,5 milliards de dollars d'actifs liquides, mais il n'en reste plus que 36 milliards aujourd'hui. Le fonds risque d'être épuisé d'ici 2026. En plus de cela, les revenus énergétiques de la Russie, qui ont traditionnellement constitué une source majeure de revenus pour le Kremlin, sont en baisse en raison des sanctions et de la baisse des prix mondiaux de l'énergie. Le gouvernement s'est donc endetté pour financer son effort de guerre. En 2024, le Kremlin a enregistré un déficit de 34 milliards de dollars, soit 1,7% du produit intérieur brut. Et cette année, la situation empire. La plupart de cette dette est financée par la Banque centrale de Russie, qui peut créer de l'argent à partir de rien, comme toute autre banque centrale. Mais il y a un bémol. Imprimer de l'argent augmente la masse monétaire, sans réellement augmenter la quantité de biens et de services disponibles dans l'économie. Et cela conduit à l'inflation. Imaginez plus d'argent poursuivant la même quantité de produits. Mais en Russie, il y a encore moins de produits, à cause des sanctions qui ont paralysé les importations. Les Russes ordinaires n'ont pas demandé l'effondrement des banques ou des guerres sans fin, mais ce sont eux qui en paient le prix. Si vous trouvez ces histoires dignes d'être racontées, likez et abonnez-vous. Votre soutien permet à ces vérités d'aller plus loin, au-delà du silence. Cependant, un déficit de 1,7% du produit intérieur brut reste modéré, d'autant plus
que la dette publique de la Russie est relativement faible, autour de 21% du produit intérieur brut. Le fait est que cette création monétaire ne se fait pas uniquement par le gouvernement. En fait, le gouvernement force aussi les entreprises à s'endetter davantage pour financer la guerre. Et il oblige les banques à leur prêter cet argent, quelle que soit leur situation de crédit. Depuis le début de la guerre, la dette des entreprises a grimpé de 415 milliards de dollars, un montant record. Et ce n'est pas parce que l'emprunt est soudainement devenu si attractif. Les sous-traitants de la défense ont contracté à eux seuls 250 milliards de dollars de dettes. L'avantage est que ces dépenses n'apparaissent pas dans les comptes du gouvernement, faisant ainsi paraître les dépenses de défense plus faibles que la réalité. Mais au final, cela a bel et bien un effet sur la masse monétaire. Selon les services de renseignement extérieur ukrainiens, la masse monétaire de la Russie a augmenté de 24,4% en 2022, de 19,4% en 2023 et de 19,2% en 2024. Nous avons déjà abordé l'inflation que cela provoque, mais il y a un troisième aspect à cela, à savoir les taux d'intérêt. L'inflation aurait été bien pire si la Banque centrale de Russie n'avait pas réagi en augmentant les taux d'intérêt. Depuis 2023, les taux d'intérêt de référence de la Russie sont passés de 7,5% à 21%, le chiffre le plus élevé depuis l'époque soviétique. Le taux actuel est de 20%, ce qui est extrêmement élevé par rapport aux 4,5% aux États-Unis. Cela rend l'épargne très rentable financièrement, tandis que le crédit devient incroyablement coûteux. En fin de compte, le but est de freiner l'économie, diminuer la masse monétaire et abaisser l'inflation à 4%. Toutefois, si le gouvernement poursuit l'impression monétaire ou force les entreprises à emprunter, des taux d'intérêt élevés seront inefficaces. Et avec la guerre qui continue en Ukraine, il ne semble pas que les mauvaises dépenses publiques vont ralentir de sitôt. Pendant ce temps, les taux d'intérêt élevés de la Russie ont un coût. Cela mène à une stagnation économique, voire une possible crise. Sur le papier, l'économie russe a très bien progressé ces dernières années. La croissance du produit intérieur brut pour 2023-2024 était de 4,1%, mais presque tout cela était lié à l'économie de guerre de la Russie, pas à la véritable économie. D'après le centre Wilson, la Russie a maintenant une économie à deux vitesses. Les secteurs non militaires stagnent. Et à cause de la forte inflation, des pénuries de main-d'œuvre et des taux d'intérêt élevés, ce secteur non militaire est vraiment en difficulté. De nombreuses petites et moyennes entreprises menacent même de faire faillite. Au premier trimestre 2025, les entreprises russes ont dû payer 3,7 billions de roubles, soit près de 50 milliards de dollars en paiement d'intérêts. C'est une augmentation de 58% par rapport à l'année dernière. En 2025, le coût total des intérêts pour les entreprises pourrait s'élever à 15 billions de roubles, soit 172 milliards de dollars. La raison de cette augmentation massive est que plus de 55% des prêts aux entreprises en Russie ont des taux d'intérêt variables, ce qui signifie qu'ils changent en fonction des taux d'intérêt du marché. Et cela peut très vite mal tourner si les taux sont extrêmement élevés, comme c'est le cas actuellement. C'est pourquoi les conseillers du gouvernement en Russie mettent en garde contre une vague de faillites en 2025 avec 20%, des entreprises déjà en situation à risque. Si elles font toutes faillite, ce sera non seulement une catastrophe terrible pour l'économie en général, mais aussi pour les banques russes. Elles ne reverront pas leur argent et elles commenceront à avoir de sérieux problèmes de liquidité. Pendant ce temps, la Banque centrale de Russie se retrouve dans une position délicate. Ils doivent baisser les taux d'intérêt pour sauver ces entreprises, mais ils doivent les maintenir pour éviter l'hyperinflation. Récemment, elle a déjà abaissé les taux d'intérêt de 21% à 20% pour donner un peu de marge de manœuvre aux entreprises. Mais ce n'est qu'un très petit ajustement, et probablement toute la marge qu'elle peut accorder pour le moment. Il est donc facile de comprendre l'inquiétude actuelle des employés des banques russes. Et tout cela se déroule sur fond de 3 années de sanctions qui ont paralysé le secteur bancaire. Les banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, comme Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, compliquant fortement les transactions pour les importations et exportations. De nombreuses banques russes ont été sanctionnées par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres, les empêchant de faire affaire avec la majorité du monde financier. Certaines banques ont même vu leurs avoirs étrangers gelés, en particulier la Banque centrale de Russie, qui a perdu l'accès à environ 300 milliards de dollars et d'euros d'obligations. La majeure partie était maintenant gérée en Belgique, et les revenus sont envoyés à l'Ukraine. Sans ces réserves étrangères, la Banque centrale peine à protéger le système financier russe des chocs.
Un autre effet terrible des sanctions est que les gens veulent vendre leurs roubles et transférer leur argent vers des comptes offshore. Cela entraîne une fuite des capitaux, ce qui pose problème aux banques car elles n'ont pas assez de devises étrangères pour donner à tous leurs clients. Le Kremlin a réagi en imposant des contrôles stricts des capitaux. Les Russes ne peuvent plus convertir tous leurs roubles et les entreprises ayant des devises étrangères doivent les changer en roubles pour soutenir la monnaie nationale. Bien que cela puisse être une solution rapide et facile, ce n'est qu'un des multiples défis auxquels les banques sont confrontées. Les sanctions et les problèmes généraux de l'économie, comme l'inflation et les taux d'intérêt élevés, s'accumulent tous. Comprenant cela, on voit pourquoi les banques russes sont en grande difficulté et craignent un effondrement potentiel. Si de grandes banques s'effondrent, elles peuvent entraîner toute l'économie avec elles, ce qui est un sérieux problème pour le régime de Poutine. Il est donc intéressant d'examiner en détail les 13 banques russes considérées par la Banque centrale comme des institutions de prêt d'importance systémique, c'est-à-dire trop grandes pour faire faillite. La plus grande est Sberbank, une banque d'État qui détient un tiers des actifs bancaires russes. La deuxième plus grande banque, VTB, est aussi majoritairement détenue par l'État. Et la troisième plus grande est Gazprombank, qui n'est pas une banque d'État, mais qui appartient aux oligarques amis de Poutine. Il est clair que Poutine contrôle les banques russes, directement via le gouvernement ou indirectement par ses proches. Ce sont des outils pour lui permettre de contrôler l'économie russe. Mais récemment, Bloomberg a rapporté qu'au moins 3 des 13 banques d'importance systémique pourraient avoir besoin d'être recapitalisées au cours des 12 prochains mois. En termes non financiers, elles pourraient être manquées d'argent et avoir besoin d'aide pour éviter l'effondrement. Cela peut en fait arriver avec les banques, car elles utilisent l'argent de leurs déposants pour le prêter aux emprunteurs. Si les emprunteurs ne pouvaient pas rembourser, la banque n'aurait pas d'argent pour ses déposants et serait en difficulté. Un indicateur clé, le pourcentage de prêts non performants. En gros, le nombre d'emprunteurs qui ne respectent plus leur paiement. À la VTB Bank, la deuxième plus grande banque de Russie, 5% des prêts accordés aux particuliers sont déjà non performants, et ce chiffre augmente rapidement. Officiellement, 4% du total des prêts aux entreprises dans le secteur bancaire russe sont non performants actuellement. Cependant, ce n'est pas si mal par rapport aux normes historiques. Si vous regardez le ratio historique des prêts non performants en Russie, il a presque atteint 10% après la crise de 2008 et il était monté à 2 chiffres lors d'une crise en 2017 et 2018. Comparé à ces années-là, le secteur bancaire russe paraît assez sain, notamment en termes de bénéfices. En 2024, la Sberbank a réalisé 1,5 billion de roubles de bénéfices, soit environ 19 milliards de dollars. Les banques russes ont actuellement d'importantes réserves de plus de 100 milliards de dollars, soit 8 billions de roubles disponibles pour les déposants, en cas de besoin. La gouverneure de la Banque centrale russe affirme que le secteur bancaire est bien capitalisé et que la population n'a pas à s'inquiéter. Cependant, c'est très trompeur. Les banques russes sont inquiètes parce que la qualité de leurs prêts est bien pire que ce que disent les données officielles. N'oublions pas que la plupart des banques suivent les directives du Kremlin, qui a pris diverses mesures pour soutenir le secteur bancaire, notamment en encourageant la restructuration de la dette. En résumé, la restructuration de la dette permet aux banques de modifier les modalités de leurs prêts pour faciliter le remboursement des emprunteurs. Les banques peuvent réduire les taux d'intérêt, prolonger les délais de remboursement ou convertir la dette en actions. Cependant, cela permet insidieusement aux banques de modifier leur comptabilité concernant les prêts non performants. Les prêts peuvent être restructurés, et soudain ils deviennent des prêts performants. Cela réduit le ratio de prêts non performants, mais la banque demeure en réalité dans une situation très périlleuse. La raison pour laquelle le gouvernement russe voudrait garder la solution est très simple. Si les gens savaient à quel point les banques allaient dans mal, ils voudraient retirer toutes leurs économies. Cela provoque une ruée bancaire, où les gens se hâtent de retirer leur argent avant l'effondrement de la banque. À ce stade, l'effondrement de la banque est inévitable, car elle n'a pas les réserves nécessaires pour rembourser tous ses clients. Cela a failli arriver en 2022, juste après l'invasion, car de nombreux Russes ont perdu confiance dans les banques. La perception est cruciale ici, et Poutine souhaite préserver l'image de stabilité pour éviter une crise majeure. Cependant, les avertissements concernant une nouvelle possible ruée bancaire se multiplient. Le Centre russe d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme a déclaré que le risque de ruée bancaire est en forte hausse. Au final, ils ne peuvent pas retarder une crise inévitable indéfiniment, et il est intéressant de voir ce qui pourrait se passer ensuite. Concernant les crises financières, certains schémas semblent toujours se répéter. Lorsqu'une banque trop grande pour faire faillite est sur le point de s'effondrer, elle est systématiquement renflouée. Le processus est complexe, mais en résumé, les banques reçoivent de l'argent du gouvernement ou de la banque centrale. Quand le gouvernement fait cela, c'est financé par le contribuable ou par la dette nationale. Et quand la banque centrale fait cela, c'est financé par la création monétaire.
L'histoire, même russe, regorge de précédents similaires. En 2017-2018, lors d'une crise financière en Russie, la Banque centrale a secouru 3 grandes banques privées du pays. Pendant le processus, l'État a pris le contrôle des banques via le fonds de consolidation du secteur bancaire de la Banque centrale. Une des banques y a même été réaffectée pour servir la défense russe. Cependant, le coût total dépassait 1 billion de roubles, soit des dizaines de milliards de dollars. Ces roubles ont été créés de toutes pièces par la Banque centrale. La création excessive de nouveaux roubles peut entraîner de l'inflation et un choc financier. Cependant, comme ces banques n'étaient pas si grandes par rapport à la taille du système bancaire total, ce n'était pas un gros problème. Ce n'était rien comparé au plan de sauvetage accordé pendant la crise financière mondiale de 2008 à 2009 qui ont conduit à la grande récession en Russie. Plusieurs grandes banques russes, dont Sabir Bank, VTB Bank et la Banque agricole russe, ont commencé à avoir des problèmes de liquidité. Les banques russes ont reçu plus de 200 milliards de dollars de soutien du gouvernement, de la Banque pour le développement et les affaires économiques extérieures présidée par Poutine et de la Banque centrale. C'était une facture énorme à payer, représentant plus de 10% du produit intérieur brut de la Russie à l'époque. Cela a épuisé les réserves du gouvernement et entraîné une inflation de 14%, réduisant le pouvoir d'achat de la population. Personne ne souhaite revivre cela. Mais la crise financière de 1998 en Russie fut probablement la pire catastrophe de toutes. Incombank, la deuxième plus grande banque commerciale russe de l'époque, s'est effondrée sans plan de sauvetage. D'autres banques commerciales telles que Tokobank et Minotet Bank ont aussi fait faillite, signifiant que de nombreux Russes ont perdu leurs économies. Et pour les Russes qui avaient gardé leurs économies dans les banques d'État, ce n'était guère mieux. Suite à la crise financière sévère, le rouble a chuté de 2/3 et l'inflation a grimpé à 84%. Le gouvernement a aussi fait défaut sur sa dette, menant à un sous-financement critique dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des retraites et des salaires publics. Il est difficile de prédire si une nouvelle crise bancaire russe ressemblera plus à celle de 2017, 2008 ou même 1998. C'est principalement parce que les chiffres officiels ne montrent pas à quel point les banques vont mal en réalité. Pour l'instant, on peut seulement dire que les banques russes vont chuter. La question est de savoir à quel point, mais il est intéressant de spéculer. Vladimir Poutine ne laissera probablement pas une de ses banques vitales faire faillite, donc des renflouements sont quasi certains. Et comme le gouvernement est déjà à court financièrement, cela conduira très probablement à l'impression de monnaie. Le coût total pourrait s'élever à des milliers de milliards de roubles, soit des dizaines ou centaines de milliards de dollars. Cela dépend du nombre réel de prêts non performants, ce qui reste pour l'instant spéculatif. Pour prévenir des retraités bancaires massifs, Poutine pourrait limiter les retraits quotidiens des ménages et utiliser les forces de l'État afin d'éviter troubles et émeutes. Renflouer les banques pourrait aggraver l'inflation en augmentant la masse monétaire, ce qui risquerait de détériorer la situation. L'inflation plus élevée met la pression sur les ménages et les entreprises en raison de la hausse du coût de la vie et des dépenses, rendant difficile le remboursement des dettes. Cela pourrait accroître les prêts non performants, mettant à nouveau les banques en difficulté. Et c'est ainsi que la Russie pourrait se retrouver en pleine crise financière si cela n'est pas maîtrisé. Mais même si les banques restent stables après le sauvetage, la création monétaire utilisée entraînera inévitablement une dévaluation du rouble. Le coût de la vie, notamment le logement et la nourriture, augmentera, ce qui détériorera la qualité de vie des Russes ordinaires. Donc s'il y a une chose à retenir de cette crise bancaire, c'est que la facture finit toujours par arriver. Poutine peut tenter de transformer son pays en machine de guerre, mais ce sera toujours au détriment des Russes ordinaires. Maintenant, si vous voulez rester informé sur ce genre de sujet, veuillez vous abonner à la chaîne. Cela étant dit, merci d'avoir regardé.